Salut à tous et bienvenue à l'épisode 56 avec les Lotos Soudal. On est sur une partie du calendrier très excitante puisqu'il y a quand même un gros morceau dans cet épisode, c'est le Tour des Flandres. Alors, on va commencer tout doucement avec donc le Grand Prix de Waregem, une épreuve qui n'est pas très ancienne dans le World Tour, mais qui est très ancienne puisque elle était pendant de très nombreuses années réservée aux coureurs de moins de 23 ans, mais maintenant elle est depuis donc quelques années accessible à tout le peloton et quand bien même les plus gros ténors ne sont pas forcément là. On avait vu que par exemple un Peter Sagan avait fait l'impasse sur Gand-Wevelgem, ce qui à mon avis nous avait facilité la tâche pour terminer de la façon dont on a terminé collectivement, c'est-à-dire à 3 devant, ce qui est quand même un peu abusé, sincèrement. Maintenant, Sagan, il n'est pas là non plus sur un GP Wargame. Par contre, il y a quelques gars qui sont quand même dangereux. Notamment, voilà, chez Quickstep, on est toujours certain d'avoir des clients. On a souvent du Stibar, on a du Teuns, du Lampart, pour ne citer que. Et nos principaux opposants là sur cette course-là, c'est déjà en premier lieu Nassen. Voilà. Nassen, c'est celui qui a réussi à suivre Benoît et Van Aert. Je vais mettre de côté les deux autres, alors qu'on voit que Stibar est en plein comeback dans le final. Là, il a réussi à s'extirper au moment où, par contre, Edward Teuns n'en pouvait plus. Donc c'est Edward Teuns qui est bien là chez Quickstep dans la partie, bien évidemment, puisque ça n'est pas le cas dans la réalité. Voilà, donc on voit que Stibar va rentrer. Là, les deux comparses belges là, au nom quasi semblable et qui pour le coup sont des gars que je ne connais pas, je vous l'avoue. Ce sont des gars qui quand même ont tenu sur toute la longueur de ce GP Wargame. Donc respect, il va peut-être falloir retenir leur nom à Dekert ou je sais pas quoi. Bon, quoi qu'il en soit, au moment où ça muscle, c'est-à-dire au moment où j'ai décidé de faire attaquer Tish Benoît, du coup on a perdu Van Aert, parce qu'il avait fait le boulot. J'ai fait un choix là qui n'était pas un choix comme je pourrais faire au Tour des Flandres ou comme je fais parfois, à savoir vraiment me fixer un leader et ne pas en déroger. Non, là j'ai fait un choix d'opportunisme. C'est que sur cette course-là, celui qui était le mieux placé quand on a abordé le final, parce qu'il lui restait plus de barres jaunes et plus de barres jaunes principalement, il avait aussi plus de barres vertes, c'était Tish Benoît. Et après c'est clair que pour l'emporter face à un Nassen, qui est un très bon coureur, Nassen, j'ai plus confiance. Donc on voit que Stibar est venu faire 3 et Van Aert prend la 5e place. J'ai plus confiance en Tish Benoît par rapport à Oliver Nassen plutôt qu'en Van Aert, quand même. C'est dommage, c'est dommage. J'aimerais beaucoup. Allez, on se dit que l'an prochain, Van Aert aura son tour. Allez, ce sera le tour de Van Aert sur les classiques. On fera comme l'année précédente, on misera sur lui. Et puis vous voyez que il y a une petite quenelle de PCM 18 à mon égard, puisque le matin même du Tour des Flandres, qui est quand même un des 5 monuments, donc par là même vraiment une des 10 courses les plus importantes pour Tish Benoît de l'année, parce qu'il vise pas que ça, le beau grain. Oh la petite quenelle du jeu, je me la suis bien prise celle-là. 99,9 de préparation. Voilà, donc il n'a pas son pic de forme le matin du 1er avril comme je le souhaitais. Bon, voilà, c'est pas une erreur de calcul, c'est qu'il y a dû avoir un 0,1 qui a sauté à un moment donné. Voilà, j'arrête de pinailler, ça intéresse pas tout le monde. Moi, ça m'intéresse de savoir le pourquoi du comment, donc voilà. Ce final,
Du Tour des Flandres, j'en ai déjà parlé. Maintenant, vous voyez, il peut se passer déjà pas mal de choses avant. On a abordé juste avant le premier passage au Vieux Quarmont. Il y en aura 3. Là, je voulais vous montrer ce passage-là parce que je trouve que c'est un endroit où on peut déjà faire un petit peu mal et puis il est mythique. Alors ils l'ont appelé Capelle, ce mur là, mais pour moi c'est évident, hein. Ça fait référence au mur de Grammont en fait. Regardez, la petite colline là sur la gauche, on passe à droite, il y a eu le virage avant. Je pense que le jeu a voulu vraiment modéliser le mur de Grammont. Et pourquoi est-ce que j'avais un... Oh, chute, super. Ça se passe génial hein, au niveau des chutes. On est, on est vernis hein, dans ce Tour des Flandres. Ça se passe phénoménal avec tout le monde à terre. Voilà. Du coup, début, on lui dit oh, allô, allô, l'oreillette, l'oreillette, mon gars. L'oreillette. Euh, ouais, pourquoi est-ce que. Donc, je vous disais, il y avait des différences à faire sur ce mur de Grammont. Euh, dans le jeu, quand vous allez sur le tour du Benelux, le mur de Grammont, il s'appelle Gerhardsbergen. Bah, c'est normal, c'est la montagne de Gérard, donc Gérardmont, donc Grammont en fait, hein. L'étymologie, elle est facile à comprendre. Mais j'ai vraiment l'impression que la modélisation dans le Tour des Flandres par PCM18, c'est ce qu'appelle ce mur là, le mur de la chapelle, puisque on sait qu'en haut du mur de Grammont, il y a cette fameuse chapelle là, voilà. Donc petite parenthèse refermée. Ouais, j'ai aucune excuse hein, si j'en parle pas parce que j'y suis déjà allé en haut du mur de Grammont. Pas en vélo, pas en vélo du tout, mais j'y suis déjà allé physiquement et l'endroit est mythique. L'endroit est mythique. J'ai un amateur de cyclisme, s'il est pas loin, il se doit d'y aller. Et je remercie encore mon ami belge qui m'avait permis de visiter tout ça. Euh, tout comme d'autres petites choses. On avait vu passer aussi les coureurs dans Kurn, Bruxelles, Kurn également. À moins que ce soit Newsblad, je ne sais plus, l'un des deux. Bref, ce qui est évident, c'est que cette course, elle se décante assez rapidement. Vous avez vu le peloton là, il roule, on dirait qu'il roule à 15 à l'heure derrière. Je vous ai montré, pour ça, j'ai montré une petite image là. Puis devant, par contre, la lutte, elle est sérieuse. La lutte, elle est vraiment sérieuse. Si vous cherchez Peter Sagan, ne paniquez pas, ce ne sont pas vos yeux. Peter Sagan, je ne le vois pas non plus. Je ne le vois pas non plus. Je vais en parler juste après. Je vais en parler juste après. Toutefois, nous, on choisit cet endroit-là pour essayer de muscler un petit peu les choses. On voit qu'il y a Van Aert qui va emmener Tish Benoît après qu'on soit rentré hein, suite à cette chute de bus. Avait joué un rôle majeur. Hein. On est rentré et ça a été plutôt pas évident du tout, du tout. Et derrière, par contre, on est arrivé à faire une différence assez intéressante. Il n'y a que Dylan Van Barle qui a réussi à s'accrocher. Et du coup, derrière, ben, parce qu'en fait, sur ces côtes pavées là, de Flandre, on arrive à faire des différences très très facilement, surtout si on est en accélération ou en attaque sur la fin du secteur. On peut arriver à mettre des 40-50 secondes comme ça, l'air de rien, sur les poursuivants en fait, hein, pour peu que les poursuivants soient un peu bloqués. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et on voit que derrière donc le groupe de favoris hein, étant mené par Sylvain Dillier, le Suisse là, hein, qui a fait deux à Roubaix l'an dernier là, hein, un petit peu à la surprise générale. Donc, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? On est quand même loin de l'arrivée. On est loin de l'arrivée, mais on a une avance qui est plutôt intéressante. Tiens, c'est marrant, comme sur Wargame, on a Zdenek Stibar qui est sorti. Derrière, voilà, il y a du Christophe, il y a Van Avermaet, il y a Seb Van Mark, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Il y a encore une fois Edward Turns. Hein, je me méfie beaucoup de lui. Je suis sûr qu'il va nous en claquer une. Je ne sais pas si vous avez souvenir, mais il me semble qu'il a claqué quelque chose comme l'Amstel Gold Race dans ma partie Andiamo Ragazzi en 2019.
Donc Edward Tuns, je l'ai à l'œil. Je l'ai vraiment à l'œil. J'ai compris que c'était un client. Et le mec, je le surveille de près dès qu'il y a des courses comme ça qui sont réservées à des costauds, qu'il y ait des pavés ou pas, à la limite. C'est presque anecdotique. Dès lors que vous avez une course très difficile comme ça qui fait appel à l'endurance et qui est réservée à des mecs qui en ont entre guillemets, il faut compter avec lui. J'ai l'impression, plus les années passent dans le jeu, plus ce type devient un client. Alors, vous voyez que Tige Benoît a réussi un petit peu à s'échapper. On est en sortie de Paterberg, c'est le dernier passage délicat. Et en fait, ben, seul Wout van Aert va réussir à s'accrocher à l'ami Van Barle. Et devant, Tish Benoît va être au définitive tout seul, mais vous voyez, j'ai mis un effort très très faible. Parce que à ce moment-là, je me dis deux choses. Soit ça tient comme ça jusqu'au bout parce que derrière tout le monde est mort, soit, voilà, vous voyez, la deuxième éventualité, on la voit arriver. Voilà. C'est retour massif, Teuns, Van Mark, Christophe et Van Avermaet. Tellement gros retour que les deux poursuivants précédents se sont fait mais totalement avaler et ne subsiste qu'à l'avant, évidemment, dans un deuxième temps, les amis Benoît, Christophe, Van Avermaet, même si Sepp Van Mark et Teuns, après ça revient dans un deuxième temps. Donc on arrive voilà, dans le moment clé du Tour des Flandres, moment clé. En tout cas, on est sur la toute fin. C'est peut-être pas là que tout se joue, mais c'est quand même là qu'on retrouve souvent un groupe de environ 5 coureurs. Hein. C'est quand même souvent comme ça. Des fois ça va être 7, des fois ça va être 10, des fois ça va être 3. Mais n'empêche qu'on est souvent sur un final comme celui-là. Et eh bien, il va falloir être malin. Il va falloir être malin. Donc à ce moment-là, je regarde la barre et je me dis, mec, si tu attends trop, tu vas te faire battre. Tu vas te faire battre au sprint. Il y a Christophe qui est meilleur. Il y a Van Avermaet qui est toujours un client. Il y a Teuns qui est bien meilleur au sprint également. Voilà. Donc il a fallu attaquer au bon moment. Là, je vais sprinter pour le plaisir avec Wout van Aert. Voilà. Ça, c'est histoire d'aller chercher une 6e place. Mais ça n'a absolument aucune espèce d'importance, puisque 6e ou 8e, on s'en fout. Mais comme c'est pas possible, et de la même manière, je vais m'amuser à aller prendre une 13e place pour Debusschere. Mais là encore, ça n'a aucune importance. On voit Arnaud Desmar qui termine en trombe. Lui aussi, il tenait à sa 14e place devant Valgren. Donc, l'essentiel, c'est la victoire de Tish Benoît sur ce Tour des Flandres. Mais il faut des éclaircissements. Il y a des trucs que je vous ai pas dit. Il y a des trucs là qui nous ont échappé pendant la course. Peter Sagan, que t'est-il arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Peter Sagan? Alors on voit qu'en fait, quand en tout début de course, John Degenkolb avait chuté, oui, j'avais été obligé de le ramener, ça apparaît dans le petit résumé précédent. En fait, il y a eu abandon de Peter Sagan. Alors là, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Hein. Et d'ailleurs, étaient pris dans la chute beaucoup de ceux qui vont terminer top 5. On a vu Van Mark, on a vu Van Avermaet, on a vu Christophe. Voilà. Hein. Donc vraiment une chute sur laquelle beaucoup de choses se sont jouées, puisque à partir du moment où, sur une telle course, vous n'avez plus Peter Sagan, je pense que vous avez... si on part du principe qu'au départ d'une course comme celle-là, il a 50% de chances de gagner, vous, du coup, vous doublez vos chances. Voilà. Au lieu d'avoir, je ne sais pas, pour Tige Benoît, 10-20% de chances de gagner, il a le double, hein, et forcément, ça se passe mieux. Hein, ça se passe mieux. Donc voilà. Après, Gianni Moscon, vous voyez, avec son joli maillot de champion d'Italie, était pas mal, il était pas mal, mais il n'a pas réussi à se hisser sur le final, hein, où vraiment ça aura été des mecs comme d'habitude, comme Nassen, comme Van Avermaet, comme Christophe. Vous voyez là par exemple sur le départ pour expliquer aussi le départ à un moment donné là de Van Barle, Van Aert et Benoît, il y avait eu blocage en fait. Il y avait eu blocage
de certains, dont Van Avermaet. Donc il y a comme ça des choses qu'on voit pas nécessairement pendant la course. Vous voyez par exemple l'écart à un moment donné, là j'utilisais l'hélico pour situer quand il y avait Stibar là, qui était sorti, que les autres étaient encore en poursuite et que devant on essayait de rouler, mais on savait pas vraiment où est-ce que ça pouvait nous mener, quoi. C'était pas évident de savoir si ça valait le coup de rouler à fond ou s'il valait mieux en garder un peu sous le pied, hein, voilà. Donc, bah voilà. Donc, le Benoît, là, ben, il y a un moment donné où il a lâché Van Aert, c'était prévu. Et puis, regardez, hop, le moment où il lâche Dylan Van Baarle. Mais, encore une fois, l'arrivée en solitaire, ça n'est pas pour cette année. J'aurais tellement aimé faire une Philippe Gilbert un de ces jours. J'aurais vraiment aimé le faire. Ça ne sera pas pour cette année. On verra. On verra si j'y arrive un jour. Mais si j'y arrive, ce sera plus avec Van Aert qu'avec Benoît, puisque Van Aert est davantage baroudeur. Il faudrait peut-être arriver en plus 5. Il faudrait arriver en plus 5 ce jour-là. Il faudrait avoir un petit peu de chance sur les circonstances de course. Je me suis même demandé à un moment donné si, avant de jouer cette course, je me suis dit, est-ce que t'enverrais pas un mec à l'avant, comme je peux faire parfois en montagne, envoyer un type qui pourrait être un grand soutien à un moment donné, que mon leader retrouverait par exemple après avoir fait un trou sur une difficulté, parce qu'autour des Flandres, il y en a des occasions, hein, que ce soit le mur de Gramont, là, comme on l'a vu, mais c'est un peu loin de l'arrivée, ou bien sur un dépassage, par exemple, dans le vieux Quarmont, hein, ça peut être ça, hein, qui peut éventuellement fournir un terrain pour une échappée. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si c'est gagnable en solo, mais ce que je sais, c'est que c'est gagnable en partant au kilomètre, en devançant les autres costauds du jour, quoi. Donc voilà. Donc très bien. On va faire un break là dans tout ça, hein. On va se calmer parce que c'est beaucoup d'émotions, ces courses comme ça, ces monuments. On va aller se calmer du côté du Pays Basque à présent. Alors qu'on a bien la confirmation là évidemment de l'abandon de Peter Sagan. Alors ce tour du Pays Basque, notre équipe va, bah, évidemment, c'est comme à chaque fois, on y va pour gagner, hein. Je pense en particulier à un Tim Wellens. Maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est si Tim Wellens est capable de faire une différence en fait de temps avant le contre-la-montre vallonné de 18 km qui sera à l'étape 6 qui clôture ce tour du Pays Basque. Donc ce sera ça la très grosse question. Alors, dans un premier temps, sur l'étape 1, c'est pas le genre de profil sur lequel il y a de grosses différences qui peuvent se faire, hein. Donc on s'attend pas à marquer les esprits à ce moment-là du tout. On est plus, on voit qu'il y a Dan Martin là, hein, qui est chez Movistar aussi. Il n'y a pas que Nibali, hein. Movistar, ils ont vraiment du lourd, hein, parce qu'ils ont Richie Porte, ils ont évidemment Valverde, bon, qui est un petit peu vieillissant, mais il est encore là. Quintana, et donc il y a des renforts vraiment de poids, hein, chez Movistar qui devient une espèce de Sky un peu bis au niveau de la qualité. Et on voit que sur cette première étape, attention, hein, Kwiatkowski et Alaphilippe ont talonné l'ami Michael Matthews, qui s'adjuge tout de même une victoire relativement aisée. Voilà, donc pas grand-chose à signaler. Ce qui est important d'avoir bien en tête, c'est que sur ce tour du Pays Basque, donc le contre-la-montre, ok, on a compris. Là, il y aura forcément des écarts de temps. Par contre, hein, il ne faut pas oublier que il n'y aura pas d'écart de temps sur plusieurs étapes, hein. Par exemple, la 1, la 2 et la 3 qu'on va avoir là dans cet épisode sont des étapes sur lesquelles il n'y a pas de bonification à l'arrivée. Donc les écarts de temps ne peuvent se faire que par un écart réel en fait, hein. Même si la notion d'écart réel
est assez flou dans PCM, voire, voir d'autres épisodes assez mémorables sur ce plan-là, 3 petits points. Et dans cette étape 2, là, où on est plutôt sur un profil, encore une fois, relativement favorable on va pas se cacher, au maillot jaune, à Michael Matthews. Évidemment, c'est très favorable. Ça pourrait être favorable pour un Tim Wellens, mais quand je pars là pour un tour du Pays Basque avec cette équipe-là, je vais pas essayer de jouer le sprint avec Wellens, sachant qu'il n'y a aucune bonif en plus, donc ça rapporte pour ainsi dire pas grand-chose au niveau du classement. Autant envoyer Matthews parce que attention, la Philippe, il a contesté, mais c'est quand même l'assurance, quand une plus grande assurance de gagner d'envoyer Matthews que de tenter le sprint final avec un Tim Wellens. Et puis ça se préparerait pas de la même manière. Il faudrait que je prenne la route à la Philippe. Mais à la Philippe, il a 84 en accélération, donc c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. En fait, à la Philippe, sur certaines séquences, il va beaucoup plus vite que certains vrais sprinters. Et il est très bon en fait. Donc attention. Après, il est aussi très probable qu'à la Philippe, le jeu lui programme un pic de forme qui court du Pays Basque jusqu'à Liège inclus. C'est tout à fait envisageable. C'est quelque chose que j'ai déjà essayé de faire avec certains coureurs. Les 21 jours, ils y sont, donc il n'y a pas de souci, c'est faisable. Peut-être pour ça qu'Alaphilippe brille relativement systématiquement sur ce tour du Pays Basque, en plus qui est jonché d'étapes là, qui ont des profils vraiment pour puncher, faut pas se mentir, c'est du pain béni. C'est pour ça aussi que j'ai envoyé ces coureurs-là et que j'ambitionne quelque chose avec Tim Wellens. Alors cette difficulté finale, elle est placée le sommet est à moins de 3 km de l'arrivée. Donc ça demande finalement, à l'étape 3, là, ça demande d'anticiper quelque part l'arrivée. Et c'est une chose que je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait convenablement, alors qu'on voit qu'il y a déjà un échappé qui s'est imposé. Voilà. Ensuite, Carcy qui vient chercher une place également. Fiat qui nous prend quelques secondes. Vous voyez, il y a une petite erreur là de commise, alors qu'on voit que les autres favoris quand même sont derrière, donc ça va. Nibali, Dumoulin et compagnie, là, voilà, on est quand même devant un paquet de gars, mais c'est pas un écart très très significatif. Une poignée de secondes là. Non, ce que je préfère retenir, c'est que j'aurais dû placer une attaque un peu plus violente. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? C'est parce que je n'ai pas voulu perdre en route l'ami Matthews. Et c'est une petite erreur, je pense, parce que il aurait mieux valu déjà tenter la carte du moulin. Wellens, n'importe quoi. Bref, pas très grave, on corrigera tout ça. Il y a deux arrivées en côte là qui peuvent être assez Wellensiennes, si j'ose dire. Et puis après, il y a ce fameux contre-la-montre dont je vous ai déjà parlé. Et puis pour se quitter, quand même le même jour que l'étape 3 du Tour du Pays Basque, il y a le ciel de Tour Flanderen, là, qui est une course au relief inexistant. Il y a juste 3 zones pavées qui peuvent éventuellement créer des petites différences. Et puis on voit d'ailleurs que avant d'arriver sur la troisième zone, alors je vais pouvoir faire un commentaire à ce niveau-là, c'est que regardez, il y a mon enregistrement qui va pas fonctionner comme je l'aurais voulu. Alors, pour être très précis, j'ai placé une attaque avec de Bussere, Hofland et Degenkolb calés dans la roue. Et à ma grande surprise, personne n'a été capable de suivre. Mais ça n'est pas normal vu le plateau de coureurs costauds qui étaient présents. On a du Groenewegen, on a du Stibar, on a dans des registres un peu de Van Barle, etc. Il y a pas mal de clients, c'est pas normal. C'est pas Elia Viviani, normalement Elia Viviani, ça peut être pour lui cette course-là. Donc absolument pas normal le scénario de cette course. Teuns, en plus, voilà, donc c'est pas du tout dépeuplé, c'est pour ça que je vous dis que pour moi c'est une forme de bug
que de s'être échappé avec autant de facilité sur la 3e difficulté, surtout que les pavés de cette course-là ne sont pas des pavés classifiés dans le jeu comme très difficiles. Donc à partir de là, j'ai un sérieux doute. Voilà, j'estime qu'il y a un peu arnaque, mais bon voilà, tant pis, on va passer, ça n'est pas non plus une course très très importante, même si elle est en Belgique, donc pour l'Auto-Soudal, elle l'est. Et on continuera donc toutes ces histoires-là dans l'épisode 57. À noter que j'ai quelques problèmes là sur mon PC. Pour ça que les images par moment sont un peu saccadées. Là. Il y a un endroit là un peu moyen dans cet épisode. Et puis il y a également des difficultés parfois au moment de l'enregistrement qui me font perdre pas mal de temps, qui retardent un petit peu ma production. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.